Il est 18h. Bonsoir, 18h dans nos studios et sur toutes les pendules de nos stations régionales. Tout de suite les titres de Sud Soir. Baccalauréat 2020, les 10 millions dus aux enseignants en guise de prime de correction seront payés aux ayants droit dans les jours à venir, annonce du directeur de l'office du bac. Les préparatifs vont bon train pour cet examen avec 155 126 candidats qui vont composer dans 371 centres principaux et 72 secondaires. Une réunion d'information a réuni les acteurs concernés aux sphères ministérielles à Diamniadio. Nous avons droit au compte rendu de Denisia Sambou. Point quotidien sur la situation de la COVID-19 dans notre pays. 2 décès supplémentaires portant le bilan à 143. 127 nouvelles contaminations signalées, dont 1 cas importé et 13 issus de la transmission communautaire. Le nouveau coronavirus toujours d'actualité et la lutte contre la pandémie se poursuit, tout comme celle contre la prolifération des armes légères. Ce 9 juillet lui est dédié. Les impacts sont réels en Casamance à cause du conflit armé et de l'instabilité des pays voisins. Le coordonnateur du Malawi en Casamance, Cheikh Tidiane Cissé, nous en parle. Il est l'invité de ce 18h. Sur l'international au Mali, malgré les propositions du président Ibrahima Boubacar Keïta Ibeka, le mouvement contestataire ne démord pas. Il maintient la pression et compte manifester comme prévu demain vendredi. Souri Ibrahim Maïga en parle dans cette édition. Info Eco complète cette édition. Mise en onde par Alassane Wade. Sud Soir. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Préparatif du bac 2020. Le bac technique est prévu le 31 août et celui général le 2 septembre. Avant de venir à cette réunion d'information, retenez tout d'abord que le reliquat de 17 millions de primes de correction sera payé dans les jours à venir. Affirmation du directeur de l'office du bac, Sosenyaï, que nous écoutons avec Denisia Sambou. Oui, pour l'année dernière, il faut dire que tout a été réglé. Alors je disais tout à l'heure on a un reliquat qu'on doit payer et qui est d'ailleurs en train de l'être parce que les états sont déjà établis et peut-être que même en marge de cette réunion, peut-être même que l'ADAGE pourrait régler ça avec les inspecteurs d'académie. Mais en tout cas, c'est un reliquat de 17 millions. Contrairement aux autres années, l'année dernière par exemple, on était dans un reliquat de 350 millions. Cette année, on est à un reliquat de 17 millions. Et qu'est-ce qui a causé ce reliquat de 17 millions? C'est qu'au moment d'établir les états, il y a des enseignants dont on n'avait pas les documents qui attestent du service fait. Et donc, on a eu ces documents après. Et donc, on les a regroupés. Et je vous dis que lundi passé, pas plus longtemps que lundi passé, on a encore reçu des documents qui attestaient de ce que quelqu'un qui aurait fait l'examen n'avait pas encore été payé. Donc, vous voyez, ça, c'est des retards qui ne sont pas imputables, disons, à l'organisation, mais qui sont imputables plutôt aux personnes concernées. C'était Sosenyaï, le directeur de l'office du bac, qui se prononçait donc avec notamment sur le reliquat de 17 millions de francs CFA de primes de correction donc dû aux enseignants. Sosenyaï se veut clair, ce reliquat sera payé dans les jours à venir. Il a tenu ses propos lors d'une réunion d'information, de sensibilisation et d'harmonisation qui a réuni ce jeudi les acteurs de l'éducation aux sphères ministérielles de Diamniadio. Le bac technique est prévu le 31 août et celui général le 2 septembre. Les détails avec Denisia Sambou. À 2 semaines des épreuves facultatives prévues du 22 au 25 juillet, tout est fin prêt pour le baccalauréat 2020. Sosenyaï, directeur de l'office du bac. Ils sont 155 126 candidats. Nous avons fait l'enregistrement des candidats. Nous avons fait la constitution des jurys. Aujourd'hui, chaque élève sait dans quel jury est-ce qu'il est, dans quel centre est-ce qu'il va composer. Nous avons édité les convocations et elles sont en train d'être distribuées aux élèves. Nous sommes en train de mettre en place le matériel de composition et nous avons même commencé ça ce matin à mettre en place les sujets pour les épreuves facultatives. Maintenant, ça se poursuit aussi. Le nombre de jurys, nous avons 496 jurys et nous avons 371 centres principaux et 72 centres secondaires.
On est à l'étape où nous sommes. Tout ce qui devait être à cette étape-ci est déjà fait. Un bac qui se tient dans un contexte de Covid-19. Le directeur de l'Office du bac affirme que le même protocole sanitaire sera maintenu. Ces dispositions-là, c'était aussi bien pour la reprise des enseignements-apprentissages, pour le déroulement de ces enseignements-apprentissages, que pour les évaluations. Maintenant, au fur et à mesure, on va observer et améliorer. Et le jour de l'examen ou en la période des examens, s'il y a des additifs à faire, ce sera fait. S'agissant de la sécurisation des épreuves, toutes les dispositions nécessaires seront également prises. Diamniadio, Denisia Sambou pour Sud FM. Merci à Denisia Sambou. Sud FM. Et nous parlons du verdict sur les recours du Congrès de la Renaissance démocratique. La Chambre administrative de la Cour suprême a déclaré sans objet le recours portant publication du vrai décret. La Chambre a également déclaré irrecevable pour défaut de qualité et agir le second recours du CRD portant suspension de la nomination d'Aminata Tall comme présidente honoraire du Conseil économique, social et environnemental. Le verdict ne surprend point. Abdou Mbaye, leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Encore 48 heures de grève dont la justice, le syndicat des travailleurs de la justice décrète un mot d'ordre de 48 heures. C'est jeudi et vendredi et une marche pacifique est prévue le 14 juillet prochain à Dakar. Le Sud-Just lutte pour le respect des accords déjà signés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et nous parlons des enfants de la rue à nouveau visibles sur les grandes artères de Dakar, malgré les efforts déployés pour le retour en famille il y a quelques mois. Nous écoutons à ce propos Mamour Diop. Il est avec Marie-Rosalie Ndiaye. Vous voyez, le problème des enfants de la rue, c'est un problème que l'État a voulu régler par rapport à la Covid. C'est un problème qui date de presque, on vit avec ces enfants. Ce n'est pas des talibés, mais c'est des enfants de la rue qui viennent des pays voisins. La majeure partie de ces enfants, quand tu les parles, ils ne savent même pas parler Wolof, ni Peul, ni. Ils viennent des fois de la Guinée-Bissau et des pays limitrophes du Sénégal, Gambie et consorts. Donc l'État a voulu régler ce problème, mais il l'a fait à demi. Quand les Serigne Dara ont voulu dire qu'il ne faut pas toucher aux talibés, ils se sont rétractés pour ne pas faire... Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est pour cela certains ont pu garder leurs talibés parce qu'ils ne pouvaient pas les laisser. D'autres sont revenus. Parce que, vous voyez, le problème des enfants de la rue doit être traité de manière très, très, très sociale. Parce que, vous voyez, ces enfants-là, on les fait travailler pendant que les gens qui ne sont même pas des Serigne Dara, ils ne sont ni Serigne Dara, ni rien. Parce que quand tu demandes à un enfant un verset du Coran, il ne savent même pas. La Fatiha, qui est la première sourate de Coran, ils ne maîtrisent même pas. Donc, ce ne sont pas des talibés. C'était Mamour Diop, le président du comité pour le développement de Grand Dakar, qui a constaté comme tout le monde, que les enfants de la rue sont à nouveau visibles à Dakar. Le retrait des enfants de la rue, pas du tout effectif dans la banlieue. Reportage Moussa Thiam. Des groupes d'enfants talibés dans la rue à la quête de l'aumône, c'est le décor dans les rues de la banlieue tous les jours. Le programme de retrait des enfants de la rue est loin d'être une réalité, selon Ahmad Sow. L'État avait pris des mesures sur les enfants, mais on a constaté qu'au fur et à mesure, les mesures se délaissent parce que l'État a décroché ce qu'on appelle les mesures d'urgence. Au niveau de la banlieue, si vous venez ici, on voit les enfants talibés, les enfants qui se déambulent n'importe où. Donc c'est la raison pour laquelle on dit que les mesures que l'État a prises, ce ne sont pas des mesures strictes, c'est des mesures de complaisance. Pour Pape Ndiouga Diop, il y a deux types d'enfants qu'on retrouve dans la rue. Ce dernier évoque même un problème de responsabilité partagée. Quand on dit les enfants de la rue et les enfants dans la rue, c'est deux choses différentes. Pour la simple raison qu'il y a des enfants qui n'ont pas opté d'être dans la rue. Ils ont été évacués dans la rue par des parents qui ne pensent pas à leur responsabilité, à leur devoir de parents. Alors qu'il y a des enfants qui ont été balancés dans la rue par des marabouts véreux qui ne cherchent que le sou. Même s'ils n'apprennent pas, ce n'est pas le problème. Le cas de souci, c'est qu'on leur rapporte quelque chose. Pour cet homme, la situation est accentuée par la présence d'enfants venus de la sous-région. Non, mais en Guinée-Bissau surtout, les filles, problème.
donc ñooñu seen i parents ils sont irresponsables mais phénomène yooyu yëpp dafa am ba pare nag beneen côté bi état bi dafa am responsabilité boo xam ne daf ko ci war a jël ay mesures yu sévères ci loolu non retrait yi des na ba léegi xale yaa ngi ci mbedd mi de du ñu jeex. En croire Amath Sow, l'État fait du tape à l'œil avec ses opérations de retrait. La mesure doit être pérenne, renseigne-t-il. Je dis que c'est des actes politiciens parce qu'aujourd'hui on a vu que récemment on a vu des enfants qui sont mobilisés, on a vu des enfants qui sont mis dans des voitures et on les a amenés au lieu de leurs parents. Quand il prend des mesures, ces mesures doivent être engagées. Dans la banlieue, beaucoup d'écoles coraniques avaient pris la mesure de confiner leurs talibés. Mais avec la levée de l'état d'urgence, les enfants talibés ont repris du service. Parfois, même sans un masque sur le visage. Banlieue dakaroise, Elhadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. Elhadj Moussa Thiam, intéressons-nous à présent aux situations des saisies de drogue et arrestations du mois de juin 2020. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé, la direction de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants a procédé au démantèlement de plusieurs groupes criminels durant le mois de juin 2020, selon un communiqué parvenu à notre rédaction et qui émane du Bureau des relations publiques de la police nationale. Au cours de cette période, 108 kg de chanvre indien ont été saisis et 31 personnes mises à la disposition de la justice, dont 26 pour trafic. En outre, incidemment, 2 personnes ont été appréhendées pour faux monnayage portant sur une valeur de 21 millions 80 000 francs CFA et trafic de véhicules volés, des moyens de transport ainsi qu'une arme à feu ont été également saisis par devers les trafiquants et mises sous scellé. C'est donc ce communiqué qui émane du Bureau des relations publiques de la police nationale qui nous faisait la situation des saisies de drogue et arrestations du mois de juin 2020. Et nous parlons de la journée de lutte contre la prolifération des armes légères célébrée ce 9 juillet. En Casamance, le fléau a des impacts réels à cause du conflit armé. L'instabilité en Gambie et en Guinée-Bissau accentue le phénomène. D'après le coordonnateur de Malao en Casamance, il se nomme Cheikh Tidiane Cissé. Il est avec Ben Michel Kanfoudi. Nous sommes dans une zone sud frontalière à la Guinée-Bissau, mais également à la Gambie. Donc, qui sont 2 pays à problèmes spécifiques. D'abord, la Guinée-Bissau, instabilité politique. Et qui parle d'instabilité politique parle effectivement de violence, des violences souvent armées. Mais également, frontière avec la Guinée-Bissau, du côté du Balantakunda, un phénomène qu'on appelle donc le vol de bétail, qui s'accompagne également avec l'usage d'armes. En Gambie, instabilité également institutionnelle, donc que la CEDEAO certainement a pu régler tout dernièrement, mais également c'est une condition pour une circulation des armes. Au-delà de tout ça maintenant, il y a ce qu'on appelle l'économie de guerre. L'économie de guerre, c'est l'usage de la drogue, par exemple. Le trafic de drogue, partout où il y a trafic de drogue, il y a effectivement donc circulation des armes légères. Voici toutes les conditions qui font que notre zone est effectivement dans une zone à risque. Vous l'avez dit, cette problématique est une réalité. Quelles peuvent être les conséquences en Casamance? Vous avez souvent entendu dire que la Casamance règne au Sénégal. Aujourd'hui, si on voit des populations qui ont faim, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'insécurité dans les zones de production. Donc, cette insécurité dans les zones de production peut être liée à la circulation des armes légères et de petit calibre, mais également des mines antipersonnelles. Donc, les champs et plantations qui devaient être aujourd'hui des greniers pour les populations, pour faire vivre les populations, ne sont plus exploitables. Et ça appauvrit les populations. Donc, la pauvreté est la première conséquence. Deuxième conséquence, tout ce qui est initiative pour le développement est voué à l'échec. Parce que justement, les investisseurs n'osent pas investir dans une zone d'instabilité. Et donc, vous voyez que chaque fois quand il y a eu des armes légères quelque part, vraiment, l'investissement également va sortir. C'était Cheikh Tidiane Cissé, le coordonnateur de Malao en Casamance. Nous l'écouterons plus amplement avant la fin de cette édition. Il est l'invité de ce 18h. Nous restons dans le sud du pays, dans le village de Djabir, notamment situé dans le département de Bignona. C'est l'association SOS Casamance qui a réalisé pratiquement toutes les infrastructures sociales de base. Ben Michel Kanfoudi. Les faibles actions de l'État du Sénégal dans le village de Djabir, situé dans le département de Bignona, sont en train d'être compensées par SOS Casamance. Cette association, créée par des fils de la région basée en Europe, a déjà à son actif plusieurs réalisations à Djabir, à en croire le coordonnateur des projets Sambou Diambachi. Nous avons accueilli d'abord les premiers volontaires qui étaient là
ont commencé d'abord à réaliser un jardin potager. Et après la formation, donc SOS Casamance a acheté des matériels et mis à la disposition des femmes. Le puits qui se trouve à l'école était tombé en panne. Donc c'est un puits que SOS Casamance a pu nous réparer. Il y a cette réalisation du terrain de football que la jeunesse a demandé à SOS Casamance, qui d'ailleurs va bientôt commencer. SOS Casamance, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, va offrir aux populations de Djabir une case de santé. La pose de la première pierre a été faite par la représentante de l'association Marie-Pauline Bassène. On est là pour soutenir les populations. Donc nous sommes là pour ça, pour les accompagner dans leurs besoins. La case de santé va pouvoir aider la population sur beaucoup de choses, parce que se déplacer pour aller à Mampalago, et c'est pas la porte à côté et c'est pas facile. Donc je pense que ça va améliorer beaucoup de choses. Ces actions ont apporté un grand soulagement aux populations de Djabir, selon le chef de village, Pape Abdoulaye Manga. Les appréciations sont énormes. Pourquoi? Parce que vraiment c'est un acte qui soulagera la population du village. Je commencerai par la construction du mur de clôture de l'école. En dehors de cela, SOS Casamance aussi s'apprête encore à réaliser un terrain de foot pour la jeunesse. Donc le ciment est déjà sur place, le fer aussi. Ces réalisations et projets dans le village de Djabir symbolisent un pacte fécond entre SOS Casamance et ce village du département de Bignona. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Merci à Ben Michel Kanfoudi. Nous quittons Ziguinchor où vous nous écoutez sur la 95.6 pour nous rendre au sud-est du pays, notamment à Kédougou où vous nous suivez sur la 97.9. L'histoire de Djaha Guémédé dans la région de Kédougou est atypique. Il fait frontière avec le Mali et la Guinée. Déplacé à la suite d'un conflit, le village a été équipé grâce au Pumon. Depuis, il a changé de nom pour devenir Djaha Macky Sall, donc porte le nom du président de la République, Boubacar Tamba. La commune de Madina Bafé, ici dans la région de Kédougou, présente deux particularités. D'abord, elle est frontalière au Mali et à la République de Guinée. Ensuite, elle abrite un village qui s'appelle Djaha Macky Sall, le chef de l'État. Le maire Sadio Damfara nous a conté sa jeune histoire. C'est seulement en mai 2016. L'armée guinéenne a envahi le village. Ils ont dit que cette partie se trouvait dans le territoire guinéen. Donc ils ont démoli les classes qui étaient en construction. Ils ont brutalisé le maçon et l'ancien qui était là-bas. Le Sénégal aussi est intervenu. Mais finalement, le Sénégal a jugé nécessaire de délocaliser le village. Donc ils ont créé un site dont ils ont loti. À travers le Puma aussi, l'État a eu à faire des investissements là-bas. Donc ils ont construit un poste de santé. Ils ont construit une école. Entre-temps, Puma aussi a donné à chaque ménage 300 000 francs en attendant. Le village est électrifié? Oui, Puma a électrifié le village. Dans les concessions et aussi sur les axes. Ils ont aménagé aussi un jardin. Il y a le forage. Ils ont fait aussi un terrain pour les jeunes. Donc, par reconnaissance envers le chef de l'État, les habitants ont donné son nom au village. Djaha Macky Sall. Oui, Djaha Macky. Est-ce que le président est une fois venu là-bas? Non, il n'est jamais venu ici, pour le moment. À Djaha Macky Sall, les ménages augmentent tous les jours. Des Maliens et Guinéens ont préféré venir s'y installer. Boubacar Tamba, Kédougou, Sud FM. Sud FM. C'était donc Boubacar Tamba qui nous a conté l'histoire de ce village qui porte le nom du président de la République, ce village qui se nomme Djaha Macky Sall. Nous restons avec le chef de l'État. Sa quarantaine prend fin aujourd'hui, jeudi 9 juillet. Pour rappel, selon Seydou Gueye, le ministre conseiller en communication de la présidence de la République, son Excellence le président Macky Sall, s'était mis donc en quarantaine le mercredi 24 juin dernier pour une période de 2 semaines à la suite d'un contact avec une personne qui s'est révélée positive à la COVID-19. Conformément au protocole sanitaire, le président de la République a suivi régulièrement durant ces 15 jours et les résultats des derniers tests sont restés négatifs. Donc, la quarantaine du chef de l'État prend fin ce jeudi 9 juillet. Voilà qui nous donc mène à parler de la situation du jour de la COVID-19
Covid-19, 127 nouvelles contaminations recensées, dont un cas importé et 13 issus de la transmission communautaire. Les détails, c'est avec le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye. Sur 970 tests réalisés, 127 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,09%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 113 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Thiès 4, Mbour 2, Cité Batrin 1, Keur Massar 1, Khombol 1, Mariste 1, Parcelles Assainies 1, Sicap Foire 1 et Saint-Louis 1. 72 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés donc guéris. 36 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos structures ce mercredi 8 juillet 2020. L'état de santé des autres patients reste stable. À ce jour, 7784 cas ont été déclarés positifs, dont 5169 guéris, 143 décédés et donc 2471 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore hospitalisés. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective et recommande vivement le respect de la distanciation physique d'au moins 1 mètre, le port obligatoire de masques, surtout en cette période proche de la Tabaski et la fréquentation des lieux publics, mais également le lavage des mains. Sud International. Au Mali, les actions se poursuivent du côté du pouvoir pour calmer le climat social tendu. Le président malien s'est adressé aux Maliens. Il a proposé notamment la reformation des membres de la Cour constitutionnelle. Malgré tout, le M5 RFP prévoit sa manifestation du vendredi. Correspondant sur Ibrahim Meiga. C'est l'imam Mahmoud Diko qui a informé la presse lors de la conférence du mouvement du 5 juin du mercredi dernier sur la manifestation du vendredi que son grand frère Ibeka tiendra un discours. Renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle le plus rapidement possible sans qu'il n'y ait un vide constitutionnel et ensuite permettre à cette future Cour de statuer sur le cas de l'Assemblée nationale sont les principaux souhaits émis par le président malien dans son discours à la nation de ce mercredi 8 juillet, tard dans la nuit. À tout cela s'ajoute l'intention du chef de l'État malien à concevoir un accord politique de rassemblement national, dont l'exécution s'étalera jusqu'en 2023. L'objectif de cet accord, selon Ibrahim Boubacar Keïta, est de pacifier et de sécuriser le centre du pays, d'où la dissolution de toutes les milices d'autodéfense, indique-t-il. Il a aussi affirmé l'opérationnalisation dans les prochains jours des nouvelles régions créées. Ce discours du président malien intervient après une rencontre tenue avec le collectif des députés spoliés lors des élections législatives dernières à qui Ibeka aurait proposé des places de futurs sénateurs. Une idée refusée d'après nos informations. Cette annonce du président Ibeka vient à quelques heures avant la 3e manifestation du M5 RFP de ce vendredi. Le mouvement a qualifié de décevant l'adresse à la nation du président de la République et maintient son meeting de ce 10 juillet. Sori Ibrahim Mega, Bamako pour Sud FM. Sori Ibrahim, retenez avec nous que le ministre irlandais des Finances, Pascal Donohoe, a été élu aujourd'hui par ses pairs à la présidence de l'Eurogroupe, annonce de l'actuel titulaire du poste Mario Centeno. Dans un tweet, Pascal Donohoe, élu au 2e tour face à l'Espagnol Nadia Calvino, qui appartient à un gouvernement de gauche, doit prendre ses fonctions le 13 juillet. Et enfin, aux États-Unis, la Cour suprême a infligé aujourd'hui
un revers cinglant à Donald Trump en jugeant qu'un procureur new-yorkais était en droit de réclamer les archives comptables du président américain, y compris ses déclarations d'impôts, mais a bloqué pour l'instant leur transfert au Congrès. Ces deux décisions prises à chaque fois à une majorité de 7 juges sur 9 ne devraient pas permettre aux citoyens américains d'en savoir plus sur les finances du milliardaire républicain avant la présidentielle du 3 novembre. Il est 19h26. L'invité du jour. Nous accueillons ce jeudi Cheikh Tidiane Cissé, il est le coordonnateur de Malao en Casamance. Le prétexte, la journée de lutte contre la prolifération des armes légères. Il est avec Ben Michel Kanfoudé. Monsieur Cheikh Tidiane Cissé, vous êtes le coordonnateur de Malao en Casamance. Aujourd'hui est célébrée la journée de lutte contre la prolifération des armes légères. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'impact du phénomène dans le sud du pays? Merci beaucoup. Célébrer ou commémorer une journée dédiée à la lutte contre les armes légères est une opportunité pour nous, Malao, de sensibiliser, d'informer, mais également de pousser les gens à travailler pour la sécurité humaine. Vous l'avez dit, nous sommes dans une zone sud frontalière à la Guinée-Bissau, mais également à la Gambie, donc qui sont deux pays à problème spécifique. D'abord, la Guinée-Bissau, instabilité politique, et qui parle d'instabilité politique parle effectivement de violence, des violences souvent armées, mais également frontière avec la Guinée-Bissau du côté du Balantakunda, un phénomène qu'on appelle donc le vol de bétail, qui s'accompagne également avec l'usage d'armes. En Gambie, instabilité également institutionnelle, donc que la CEDEAO certainement a pu régler tout dernièrement, mais également c'est une condition pour une circulation des armes. Au-delà de tout ça maintenant, il y a ce qu'on appelle l'économie de guerre. L'économie de guerre, c'est l'usage de la drogue, par exemple. Le trafic de drogue, partout où il y a trafic de drogue, il y a effectivement donc circulation des armes légères. Voici toutes les conditions qui font que notre zone est effectivement dans une zone à risque. Vous l'avez dit, cette problématique est une réalité. Quelles peuvent être les conséquences en Casamance? Vous avez souvent entendu dire que la Casamance réunit le Sénégal. Aujourd'hui, si on voit des populations qui ont faim, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'insécurité dans les zones de production. Donc, cette insécurité dans les zones de production peut être liée à la circulation des armes légères et de petits calibres, mais également des mines antipersonnelles. Donc, les champs des plantations qui devaient être aujourd'hui des greniers pour les populations, pour faire vivre les populations, ne sont plus exploitables. Et ça appauvrit les populations. Donc, la pauvreté est la première conséquence. Deuxième conséquence, tout ce qui est initiative pour le développement est voué à l'échec. Parce que justement, les investisseurs n'osent pas investir dans une zone d'instabilité. Et donc, vous voyez que chaque fois quand il y a eu des armes légères quelque part, vraiment, l'investissement également va sortir de l'autre. Le deuxième point majeur que nous avons, c'est l'insécurité, mais la pauvreté et enfin le frein au développement durable. Les populations vont se déplacer, vont être réfugiées, vont quitter le terroir. Et ça, c'est ce que nous vivons en ce moment dans certains villages de la Casamance. Vous avez dans le Bayeux, c'est comme ça, dans le Boutoupa Samarakunda, c'est comme ça, dans le ADN, c'est comme ça. Beaucoup de villages ont aujourd'hui des problèmes. Et pourtant, c'était des villages qui pouvaient faire vivre. Et donc, toute la Casamance. Selon les estimations, près de 8 millions d'armes circulent en Afrique de l'Ouest. En Casamance, est-ce qu'on peut quantifier le phénomène? Justement, c'est ça la difficulté parce que donc ça, les chiffres que vous donnez comme ça datent de 2007. De 2007 à 2020, il y a au moins 13 ans. Ça veut dire qu'il y a certainement évolution de ce chiffre-là. Mais ce qui est difficile dans cette lutte-là, c'est qu'on ne peut pas quantifier. Ce qu'on peut voir, c'est les conséquences. Mais quantifier les armes légères, parce que ces armes-là ne sont pas traquées au départ, c'est illicite ensuite, et tout ce qui est illicite n'est pas contrôlé, parce que c'est hors contrôle. Et quand c'est hors contrôle, on ne peut pas dire exactement combien d'armes légères circulent. Au niveau de l'MFDC, pas savoir la quantité d'armes détenues par les forces, les forces démocratiques de la Casamance, les populations elles-mêmes n'ont pas quantifié les armes qu'elles détiennent particulièrement clandestins. Et enfin, ce qui complique notre tâche en termes statistiques, c'est le maillon faible en tout cas de la lutte contre les armes légères. Tout ce qu'on peut voir, c'est les conséquences, agir sur les conséquences pour conscientiser les gens et les permettre de prendre la responsabilité de ça. Mais dire carrément qu'il y a tel nombre d'armes, je crois que ce serait hasardeux de le dire aujourd'hui au moment où nous sommes.
domaine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour endiguer ce fléau? Ce qu'il faut faire pour endiguer ce fléau, d'abord la sensibilisation. Il faut sensibiliser les populations sur le danger des armes et leurs impacts sur leur sécurité. Faire une éducation à la non-violence, à la culture de la paix pour les enfants que nous avons dans les écoles, mais également dans les quartiers. Ensuite, travailler à ce qu'on appelle la restauration de la confiance entre nos populations et les forces de défense et de sécurité. Parce que la mission régalienne des forces de défense et de sécurité, c'est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc, il n'appartient pas aux citoyens d'assurer sa propre sécurité. Si on va jusqu'à ce que les populations sentent le besoin de s'armer pour assurer leur propre sécurité et la sécurité de leurs biens, ça veut dire qu'ils n'ont plus confiance aux forces de défense et de sécurité. Et bonjour les dégâts, parce que si chacun s'arme, c'est là où il y a le danger. On ne se servira plus de son raisonnement pour régler des problèmes, mais on fera toujours par les larmes pour régler son problème. L'autre dimension, c'est que parce qu'il y a l'offre, c'est parce qu'il y a demande. Mais s'il n'y a pas de demande, l'offre est vouée à l'échec. Je veux dire quoi? Les producteurs ne sont pas de grands producteurs d'armes légères, mais les armes légères nous viennent des pays industrialisés. Mais ils en fabriquent pour avoir de l'argent. Ils créent des problèmes dans nos pays pour nous vendre ces armes-là. Nous, ce que nous pouvons faire, il faudrait qu'on retourne à la tradition. Nos valeurs culturelles, il faut les revaloriser. Permettre aux gens de régler les problèmes dans la pacificité et non dans la violence armée. Mais enfin, le DDR, il ne faut pas négliger. C'est le désarmement, la démobilisation et la réinstallation. Cher Tidiane Cissé, je vous remercie. Et moi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de Malao en Casamance. Sud FM chez vous, à tout instant. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. L'hivernage impacte négativement sur les opérations minières artisanales. Les orpailleurs enregistrent des pertes de revenus. Ils courent également de gros risques liés aux éboulements dans les zones humides. D'après Aliou Bahoum, il est expert des activités d'orpaillage. Il est avec Boubacar Tamba. Il y a toujours des répercussions sur l'orpaillage pendant l'hivernage parce que même à l'intérieur, ça prend de l'eau. C'est très difficile de tirer et les orpailleurs n'ont pas assez de moyens pour pouvoir tirer l'eau et pour avoir les cailloux. Et ça impacte sur la production? Ça impacte sur la production en dehors même des problèmes du Covid-19, de la fermeture des sites d'orpaillage. Ça crée des problèmes toujours pendant l'hivernage. Et ça crée même des éboulements. Avec la non-ouverture des sites, c'est un grand problème. Les orpailleurs souffrent. Il y a la catastrophe dans les sites d'orpaillage. En dehors de la Covid même, pendant l'hivernage, ça ne marche pas? Ça ne marche pas bien. Pour certains sites. S'il y a beaucoup d'eau, donc ça ne marche pas. Mais comme c'est risqué, est-ce que vous ne faites pas partie des gens qui pensent qu'il faut réorganiser la chose de sorte que les activités se passent pendant la saison sèche et pendant l'hivernage, qu'on ferme les sites et que tout le monde aille cultiver? Mais bien sûr, c'est possible parce qu'il y a des zones où c'est humide. Là, il y a souvent des éboulements. Il y a les zones hardies. Là, les gens peuvent travailler pendant l'hivernage. Il est temps vraiment de réorganiser le système. Comme la zone de Bantako, pendant l'hivernage, ils sont obligés de laisser. Sauf ceux qui vont voler clandestinement. Donc, les orpailleurs officiels vraiment essaient d'arrêter jusqu'au mois d'octobre. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque qui change, vous a offert le journal de l'économie. Hapsa Elimanoua. 18h35, c'est la fin de Sud Soir. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Les 10 millions dus aux enseignants en guise de prime de correction seront payés aux ayants droit dans les jours à venir, annonce du directeur de l'office du bac Sosenia. Et les préparatifs vont bon train pour cet examen avec 155 126 candidats qui vont composer dans 371 centres principaux et 72 secondaires. Une réunion d'information a réuni ce jeudi à Diamniadio les acteurs
donc concernés. Nous avons eu droit au compte-rendu de Denisia Sambou. Point quotidien sur la situation de la Covid-19 dans notre pays au moment où la quarantaine du chef de l'État prend fin ce jour. 2 décès supplémentaires ont été signalés, portant le bilan à 143. 127 nouvelles contaminations signalées, dont 1 cas importé et 13 issus de la transmission communautaire. Le nouveau coronavirus, toujours d'actualité, et la lutte contre la pandémie se poursuit, tout comme celle contre la prolifération des armes légères. Ce 9 juillet lui est dédié. Les impacts sont réels en Casamance à cause du conflit armé et de l'instabilité des pays voisins. Le coordonnateur du Malao en Casamance, Cheikh Tidiane Cissé, était l'invité de ce 18h sur l'international au Mali. Malgré les propositions du président IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, le mouvement contestataire ne démord pas. Il maintient la pression et compte manifester comme prévu demain vendredi. Nous avons eu droit à la correspondance d'Ibrahim Sori Meiga. Info Eco a complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci à lui. Merci également à vous, auditrices et auditeurs de Sen Radio. Comme tous les jeudis à 19h, vous avez rendez-vous avec Mariama Touré, dont Cauchemar d'entrepreneur. Ensuite, suivra au fil du temps avec Doyen Baba Diop. Très bonne suite de programme. Avant cela, Sud Nutrition.